le prince Turki d'Arabie Saoudite est avec nous, Altesse royale, membre de la famille régnante qui joue un rôle si crucial dans la géopolitique actuelle. Bonsoir. Good evening. Nice to be with you. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'être là. Rappelons d'abord, pour comprendre le lien de famille, l'actuel roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman, le prince, communément appelé MBS, le roi qui est votre oncle, le prince qui est votre cousin, c'est bien cela? That's correct. Oui, c'est correct. Et vous êtes vous-même le fils de l'ancien roi Faisal, et là on mesure la continuité du temps, image incroyable, là il a 13 ans, il est au congrès de Versailles, à Paris, d'abord à Londres, puis il vient à Paris avec Clémenceau. Vous êtes le fils de cet homme. Quelques mots sur ce qu'il représente. Cette photo, comme vous l'avez dit, il a été invité par le roi George de Grande-Bretagne pour représenter son père, le roi Abdelaziz, qui était alors le seigneur des provinces d'Arabie, pour venir à la conférence de paix à Paris. Il a été envoyé par son père et il a passé plusieurs mois au Royaume-Uni avant de se rendre en France à la conférence de paix et prendre contact avec tous les diplomates ici. Demain, vous inaugurez une exposition qui lui rend hommage entre cette Arabie Saoudite de 1919 et l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Il y a une grande évolution, il y a évidemment l'argent du pétrole. On rappelait tout à l'heure l'incroyable bénéfice d'Aramco. Il est tombé il y a quelques heures, plus de 160 milliards. 160 milliards de bénéfices. On ne parle pas du chiffre d'affaires, du bénéfice. Vous êtes actionnaire vous-même ? Oui, je suis actionnaire comme beaucoup d'autres Saoudiens. Quand l'État a vendu ses actions, j'ai acheté ce qui restait de la vente. Mais vous avez dit qu'Aramco avait fait d'énormes bénéfices. Ce que nous, on dit, c'est Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Ça montre l'assiduité et toute la réflexion du gouvernement lorsqu'ils ont vendu les actions. Ils ont vu que ça allait être une entreprise très profitable. C'est dire votre puissance. Aujourd'hui, vous êtes très courtisé. Les Américains, Joe Biden s'est rendu en Arabie Saoudite, les Russes, les Chinois. On va voir tout à l'heure cette image incroyable de nouveaux rapprochements avec les Iraniens sous l'égide chinois. Mais les Américains d'abord. Si on reste à votre père, date clé, 73, votre père a inauguré une sorte de politique de lien très fort avec les États-Unis. 50 ans plus tard, est-ce que vous prenez davantage d'indépendance à l'égard des Américains ? Les États-Unis ont toujours été un allié stratégique de l'Arabie Saoudite depuis la Deuxième Guerre mondiale en 1945, le 14 février. L'ancien roi Abdelaziz a rencontré le président Roosevelt et ils ont conclu une alliance qui a duré jusqu'à ce jour. Durant cette période, on a eu des chauds et des froids comme dans toutes les relations. Mais nous reconnaissons tous deux que nous avons besoin l'un de l'autre, non seulement en termes de sécurité, mais aussi en termes économiques, en termes de contact entre peuples, toutes ces choses. C'est ce qui fait vraiment le ciment de cette relation. Et pourtant, Votre Altesse, on a vu le président Biden aller rencontrer le prince MBS, en dépit de l'affaire Khashoggi, lui faire le tchèque, le supplier d'augmenter la production de pétrole, et vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce que c'est sinon une forme de distance à l'égard des États-Unis ? J'aimerais vous corriger dans ce que vous dites. Lorsque le président Biden est arrivé en juillet l'année dernière et qu'il a conclu un accord avec le Royaume sur de nombreux aspects, notamment la coordination de la politique pétrolière des deux pays afin que les prix soient stabilisés pour tout le monde, le Royaume a augmenté sa production de pétrole de juillet à octobre de cette année. Vous voulez beaucoup plus que ça, et vous le savez. Et en octobre, avec l'OPEC+, ils ont décidé qu'ils allaient réduire les prix du brut
Parce que l'équilibre de la production et de la demande était favorable à la production. Il y avait trop de pétrole sur le marché. Prince Turki, cependant, l'image évidemment qui marque ces dernières heures, la poignée de main avec, sous la houlette des Chinois, entre vous, Saoudiens, et les Iraniens. Il faut rappeler là, l'antipathie historique entre sunnites et chiites, c'était comme entre les protestants et les catholiques en d'autres temps, ici même, à Paris, le lieu de la Saint-Barthélemy. Et là, ce rapprochement, vous savez très bien que pour un œil américain, cette image-là, elle est terrible. Vous savez, on dit que la beauté, ça dépend du point de vue, de là d'où on regarde. Donc la question, c'est de savoir qui regarde quoi. Et du point de vue du royaume, coopérer avec tous les pays, tout particulièrement aujourd'hui, c'est nécessaire pour avancer. La Chine est notre plus grand partenaire commercial. Elle achète la plupart de notre pétrole et nous achetons à la Chine tout un tas d'éléments techniques, certaines armes, et la relation est devenue une relation très importante pour nous. Nous, on ne voit pas ça comme étant du côté de l'un ou de l'autre. Pour nous, c'est la Chine plus les États-Unis. Est-ce que la Chine, de ce point de vue, qu'on l'apprécie ou non, est la grande nouveauté du XXIe siècle ? On devra attendre pour voir. Si vous réfléchissez en termes de puissance stratégique, déployée par la Chine ou les États-Unis, c'est incomparable. Les États-Unis sont encore la superpuissance mondiale partout. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on devra observer de près pour voir comment ça va évoluer. Moi, je ne serai plus là pour voir les changements du siècle à venir. Mais pour le Royaume, la relation avec les États-Unis, comme je l'ai dit, est une relation stratégique. Ça ne va pas être affecté par notre relation avec la Chine. Ce qui frappe évidemment, c'est aussi votre position sur l'Ukraine. Vous avez deux mains. D'une main, vous donnez 400 millions de dollars à l'Ukraine. Et de l'autre main, vous serrez la main de cet ennemi mortel qu'est l'Iran. Est-ce que ça veut dire que vous vous considérez aujourd'hui comme pleinement libre, traitant avec tout le monde ? C'est comme ça que les choses ont évolué, en raison des politiques et des actions des grandes puissances. Nous n'avons pas créé la situation en Ukraine. Nous avons des bonnes relations avec les Ukrainiens, ça fait 30 ans. Nos relations avec l'Iran, à l'époque, étaient brisées depuis 7 ans déjà. Et on a essayé de réparer notre relation avec l'Iran. Et dans le même temps, vos pays et les États-Unis et d'autres pays en Europe essayent d'avoir un accord avec l'Iran. N'oublions pas les pactes qui ont été signés, ils sont toujours sur la table. Et vous, les Européens et les Américains, vous négociez toujours avec les Iraniens. Donc, c'est dans notre intérêt mutuel de traiter avec les Iraniens pour influencer leur conduite pour que ça devienne un pays plus amical plutôt qu'un ennemi. Vous insistez beaucoup dans toutes vos déclarations sur ce que vous appelez le double standard. Vous considérez qu'il y a un double standard des Occidentaux quand ils condamnent l'Ukraine. Précisez ce que vous voulez dire exactement. Regardez le Conseil, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit israélo-palestinien. Aucune n'a été mise en œuvre. Il n'y a pas eu de sanctions sur Israël pour son agression contre le monde arabe depuis 1967. Dans le même temps, lorsque la situation a émergé en Ukraine, les pays occidentaux ont immédiatement imposé toutes sortes de sanctions sur la Russie. Et ils ont eu raison de le faire, parce que l'agression, c'est inacceptable que ça vienne de la Russie ou d'Israël. Mais vous avez traité la Russie d'une certaine manière, tout en permettant aux Israéliens de continuer à occuper la Palestine et à continuer à faire ce qu'ils font sur le terrain en Palestine. Est-ce que cependant vous renvoyez dos à dos qu'il y ait des impérialismes de toutes les puissances? Tout le monde le voit bien, mais est-ce que l'impérialisme d'une puissance démocratique et l'impérialisme d'une dictature, pour vous, se vaut?
Je répète la question. Est-ce que l'impérialisme d'une dictature et l'impérialisme d'une démocratie, pour vous, se valent? L'agression, d'où qu'elle vienne, c'est quelque chose de mauvais. Que ça vienne d'un pays soi-disant démocratique ou d'un pays d'une dictature. Le résultat, au final, c'est la mort de personnes innocentes. Et on voit la souffrance des Palestiniens depuis 1967. C'est une souffrance insupportable. L'Occident n'a pas pris les mêmes mesures contre Israël que les mesures que l'Occident a prises contre la Russie lorsqu'elle a attaqué l'Ukraine. C'est là qu'on dit qu'il y a un poids et deux mesures. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une dictature ou un État démocratique. Il s'agit simplement de réagir à la souffrance qu'on inflige à un autre peuple. Le prince Turki occupe dans l'histoire du siècle, des 2 siècles, une place tout à fait à part. Combien d'années avez-vous été chef des services secrets de l'Arabie Saoudite? 24 ans. Yes. Ouais. Vous êtes détenteur, sans doute, vous êtes un des hommes au monde connaissant le plus de secrets d'État. Vous avez traité avec Ben Laden à l'époque où, rappelons-le, les Américains employaient Ben Laden contre l'Union soviétique. Où est-ce qu'il est, Ben Laden, aujourd'hui, au fond personne ne sait, au fond de l'océan, quelque part? Je corrigerai encore une fois respectueusement quelque chose que vous avez dit. Les Américains n'ont pas employé Ben Laden. Ben Laden était volontaire pour aider les Afghans contre l'occupation soviétique. Il était là-bas, comme beaucoup d'autres volontaires de partout dans le monde. Il y avait aussi des volontaires européens, mais pour autant que je le sache, il n'y avait pas de contrat. Allez, n'a-t-il pas été un peu aidé, notamment en termes d'armes? Il n'a pas obtenu d'armes des Américains ou d'Arabie Saoudite parce qu'il était volontaire par lui-même. Et il a amené son propre équipement, il a amené des tracteurs, des équipements de construction pour aider les Moudjahidines et les réfugiés afghans au Pakistan. Lisez mon livre et vous verrez tout ça. Et on va recommander votre livre, mais je vous posais cette question parce que Ben Laden, à la fin, a été tué, Saddam a été tué, Milosevic a été tué, enfin, a été jugé, Hitler, Mussolini, tous les dictateurs, souvent, sous-estiment les démocraties. Et à la fin, ils croient que les démocraties sont faibles. Et les démocraties sont dures. Vous n'entendez pas bien la traduction. Est-ce qu'à la fin, les démocraties gagneront toujours? Je ne sais pas pourquoi vous insistez sur cette opposition entre États démocratiques et non démocratiques. Nous sommes tous des êtres humains qui vivent sous ces régimes. Oui, bien sûr. Mais quand quelqu'un commet un crime, qu'il soit pro-démocratie ou pas, il doit payer pour ce crime. Et l'agression contre l'Ukraine, évidemment, c'est un acte criminel. Et le Royaume a voté, l'Assemblée générale des Nations unies a voté pour toutes les résolutions qui condamnent cette agression. Et nous aimerions que l'Ukraine garde l'intégrité territoriale de son État face à l'agression russe. Dans ce distinguo entre les démocraties et les régimes autoritaires, l'assassinat de Jamal Khashoggi, c'était le 2 octobre 2018. Il est entré vivant dans votre consulat à Istanbul. Le Royaume l'a assassiné. Avec le recul du temps, comment est-ce que vous qualifiez ça? De faute? Ce n'était pas juste une erreur, une faute, c'était un crime horrible. C'est quelque chose de totalement contraire aux pratiques de l'Arabie saoudite. Jamais un tel crime n'a été commis dans l'histoire de l'Arabie saoudite. Et ceux qui l'ont commis, ils ont été jugés et ils sont en prison à présent. Qui a donné l'ordre? Les gens sur le terrain, ils ont pris la responsabilité de faire cela. C'est ce que le Royaume dit à tout le monde. Et lorsqu'ils ont été traduits en justice, lors du procès, il y avait des observateurs, des membres du Conseil de sécurité et de la Turquie pour voir comment se déroulait. Ce n'est pas ce que dit le rapport américain, vous le savez, qui dit que c'est l'autorité suprême saoudienne, vous, qui avez donné l'ordre du Royaume.
Moi, je n'ai pas donné l'ordre. Vous n'étiez plus aux affaires. Le rapport de la CIA est basé sur de la conjecture et des présomptions. Lisez la manière simplement dont c'est rédigé. Ils partent du principe que la responsabilité en revient au chef de l'État, au prince héritier, qui lui a donné l'ordre. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas de preuve. Et c'est pour ça que c'est dommage que le prince héritier ait été condamné sur la base de présomptions et pas sur la base de faits. Votre Altesse royale, la distance des valeurs entre les États, elle est bien au-delà du seul cas Khashoggi. Tout le monde connaît en Occident aussi le cas de Raif Badawi, cet écrivain qui a été condamné 10 ans de prison, les flagellations, encore aujourd'hui interdit de sortir du pays, accusé d'apostasie parce qu'il disait que la religion catholique, musulmane, juive, l'athéisme se valent. Est-ce que vous assumez ces pratiques? Est-ce qu'il y aura un changement, un Voltaire? Moi, je ne suis pas en position, je ne suis pas aux affaires, je ne peux pas vous dire quels sont les détails, mais toutes les déclarations que j'ai vues du gouvernement, c'est qu'il a commis un crime contre les lois du royaume et qu'il a été condamné pour cela. Ça, c'est ce que j'en sais personnellement. Mais vous partez du principe que c'est bien ou mal. Je ne vous pose pas la question si c'est bien ou mal, mais évidemment, vu des démocraties occidentales, oui, c'est mal, parce qu'il y a une liberté totale de penser. Est-ce qu'il y aura un jour, selon vous, un Voltaire, un Diderot saoudien, ou est-ce que vous considérez que, éternellement, vous continuerez sur votre voie? Je vais vous poser une question. Est-ce que votre système judiciaire est parfait? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des instances où vos tribunaux donnent des verdicts qui sont mauvais? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en prison pour des fausses accusations, non seulement dans votre pays, mais dans d'autres pays aussi? Ce genre d'erreurs se produisent dans les systèmes judiciaires. Nous sommes un pays en train de se développer et nous espérons nous développer encore et encore. Et de ce point de vue, nous sommes en train de nous améliorer constamment et nous voulons avoir l'occasion de le faire par nos propres moyens, sans être forcés par d'autres à le faire à leur manière. On ne va pas faire toute l'histoire, mais évidemment, il n'y a plus ici de calasses qui sont brûlées, comme c'est le cas encore de ce pauvre Raif Badawi. Mais ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que l'Arabie saoudite va encore changer? Au début du règne du pouvoir actuel, on disait elle est en train de changer. Est-ce que ce mouvement va continuer? Le royaume change depuis sa fondation. Le premier roi, c'était en 1932, lorsque les provinces des Hijaz et des Neji sont devenues le royaume d'Arabie saoudite. Nous avons eu des changements dans les années 90, lorsqu'on a mis en place une constitution pour le royaume. Et on a réactivé l'Assemblée consultative. Sous le roi Abdallah, on a eu les réformes, on a rajouté les femmes à l'Assemblée consultative. Et on a eu des élections municipales. Sous le roi Salman, on a eu toutes les nouvelles règles, les nouvelles évolutions, les nouvelles améliorations sur le statut légal, non seulement pour les femmes, mais pour tous en Arabie saoudite. Donc nous sommes constamment en train de nous améliorer et de changer. Et c'est une responsabilité que nous avons, non seulement une responsabilité des dirigeants, mais aussi du peuple. Il y a une semaine, nous recevions un chef d'État du Bénin, un chef d'État africain, qui disait, c'est vrai, le monde change, sans doute que dans 30 ans, dans 40 ans, il sera davantage africain, brésilien, indien, chinois et peut-être un peu moins français, allemand, danois. Est-ce que vous pensez ça aussi? Très clairement, le monde est en train de changer. Ce n'est plus un monde unipolaire, comme on le voit, non seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays, en Afrique, en Amérique latine, dans d'autres régions. Et on a un vrai besoin de voir les Nations Unies elles-mêmes répondre à ce changement et refléter ces changements. Par exemple, le Conseil de sécurité, le privilège du Conseil de sécurité, le privilège du veto que seuls 5 pays
Ça, c'est quelque chose qui doit être revu et peut-être étendu à d'autres. Oui. C'est quelque chose aujourd'hui qui empêche les Nations Unies de faire leur travail. Vous considérez que l'actuel groupe des 5 sorti de 1945, France, Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Russie, c'est le vieux monde. Ça doit changer selon vous? Je pense que c'est impératif. Je pense que ça aurait dû changer hier. Il ne faut pas attendre demain pour que ça change. Le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui est paralysé. On ne peut rien faire. Les résolutions sur l'Ukraine, elles n'ont pas réussi à passer le Conseil de sécurité parce que la Chine et la Russie auraient mis leur veto. Vous vous souvenez des résolutions du Conseil de sécurité sur la Syrie en 2013? Il y a eu aussi un veto de la Russie et de la Chine. Avant ça, les résolutions du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient et sur la Palestine. Là, ça a été un veto américain. Donc on doit réaligner le pouvoir de veto au sein des Nations Unies. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche? On entend des Chinois se rappeler du pillage du palais d'été par les Anglais et les Français. Ça date. On entend en Afrique, beaucoup d'Africains considérer encore aujourd'hui, en 2023, que la colonisation se paye. Est-ce que chez les non-occidentaux, selon vous, il y a un sentiment de revanche? Moi, je ne peux pas parler des motivations des autres. Le royaume lui-même n'a jamais été colonisé. Donc nous n'avons jamais eu ce genre d'émotion qui influence notre relation avec les Occidentaux. Les Américains, quand même, avaient une mainmise très importante sur vous. Vous êtes en train de vous en libérer, que ça plaise ou non, mais les Américains vous dominaient beaucoup. Je pense que c'était plutôt une relation équitable qu'une relation de subjugation d'un côté par l'autre. Et c'est ça l'accord qui a été conclu par l'ancien roi Abdelaziz et le président Roosevelt lorsqu'ils se sont rencontrés en 1945. Votre Altesse royale, vous êtes sans doute, je le disais, un des hommes tenant le plus de secrets dans sa tête. Est-ce que vous écrirez une fois tout ce que vous savez? Vous savez, feu mon père, on lui demandait souvent d'écrire ses mémoires, nous ses fils. Et il n'a jamais répondu à notre demande. Un jour, on s'est tous réunis, feu ma mère, nos frères, certains de ses frères, et il s'est tourné vers nous et il nous a dit « Si j'écris mes mémoires, est-ce que je dois dire la vérité ?» Et on lui a tous dit « Oui, bien sûr, tu dois dire la vérité. » Il nous a dit « Si je dis la vérité, je n'aurai plus d'amis. » Pour lui, c'était une question, c'était important de garder les secrets pour conserver la relation avec les autres. Moi, je n'avais pas les secrets que lui avait, parce que lui était roi. Mais moi, j'ai écrit mon livre sur l'Afghanistan. J'ai écrit mon livre sur l'Afghanistan et il y a eu des choses qui n'étaient pas connues que j'ai révélées dans ce livre. Donc lisez-le, s'il vous plaît. Vous êtes parti de vos fonctions quelques jours avant le 11 septembre. Vous savez que ça suscite toutes les suppositions romanesques sur le rôle qu'a eu l'Arabie saoudite. Vous ne nous livrez pas de secret, j'en suis conscient, mais est-ce que le 11 septembre reste pour vous la date fondatrice de ce qui se passe aujourd'hui? Le 11 septembre, c'était vraiment une rupture pour le monde, la manière dont tous les pays entretenaient des relations, c'était vraiment une rupture sur la manière dont on faisait les choses par le passé, non seulement en termes de relations entre l'Arabie saoudite et d'autres pays, mais aussi pour les relations entre les gens, sur des questions d'islamophobie ou d'autres, des questions de discrimination, les questions de racisme ou de réalignement des relations internationales de certains pays. Et nous sommes toujours en train de digérer cet événement. Mais le fait que j'ai démissionné quelques jours avant, je n'avais pas de secret sur le 11 septembre parce que je n'avais pas de connaissances sur ce qui allait se passer. Si je l'avais su, je l'aurais dit à tout le monde. Votre Altesse royale, merci beaucoup. Prince Turki, 24 ans chef des services secrets, je crois que vous êtes le recordman mondial. Il n'y a personne qui a tenu à ce genre de poste davantage que ça. En général, ils ont bien ou mal fini, mais fini. Merci beaucoup et j'espère que vous visiterez ce qui se passe à l'UNESCO. Et c'est en effet l'exposition Le Roi Faisal, un morceau d'histoire
du monde. Et on le rappelait tout à l'heure, depuis le traité de Versailles en 1919, incroyables images. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.